Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez grâce aux 6 caméras de Pierre Vadel dans ce nouveau Parc des Princes que vous connaissez peut-être si vous avez suivi il y a quelques semaines la rencontre amateur France-URSS qui a été gagnée par les Soviétiques 3-1. Aujourd'hui, c'est bien sûr la grande finale de la Coupe de France, on peut dire la très grande finale, 55e édition entre Bastia et Marseille. Nous sommes en 1972. Au cinéma, on va voir Orange Mécanique de Stanley Kubrick. À la radio, on chante sur du Véronique Sanson, du Elton John ou du David Bowie. Et en foot, le 4 juin, l'Olympique de Marseille remporte la 8e Coupe de France de son histoire en battant le Sporting Club de Bastia en finale. Quelques jours plus tard, le 23 juin 1972, dans les quartiers nord de Marseille, un petit Yazid naît. Voilà, c'est terminé. L'Olympique de Marseille remporte cette 55e finale de la Coupe de France. Voyez les supporters marseillais qui envahissent la pelouse du Parc des Princes. Michel, je pense que nous sommes en liaison en bas avec Michel Drucker. Oui. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Zinedine Zidane ? Aujourd'hui, il y a du vin aujourd'hui. Oui, il fait beaucoup de vin aujourd'hui. C'est dommage parce qu'on est Un bien. bon Mistral, oui, c'est dommage. Parce qu'on est bien. Yazid, c'est le tout dernier d'une fratrie de 5 enfants. Ses 2 parents, Smaïl et Malika, sont arrivés d'Algérie en France 20 ans plus tôt. On peut dire que l'arrivée dans l'Hexagone est compliquée. Cette fameuse intégration à la française, comme on aime tant le rappeler, n'est pas flagrante, en tout cas pour la majorité des immigrés qui s'y installent, les parents Zidane compris. Le père trouve du boulot comme gardien de nuit dans le supermarché Casino du coin près de la place Tartane, dans le quartier de la Castellane. Quant à Malika, elle s'occupe des enfants. 7 bouches à nourrir avec un seul SMIC, on ne roule pas sur l'or chez les Zidane. Cette famille nombreuse loge dans un petit appartement encore en construction où l'humidité fait décoller le papier peint et où, quand il y a un steak pour chacun, c'est la fête. Malika et Ismaïl ont un mot d'ordre, ne rien transiger sur l'éducation de leurs enfants. Il y a certaines valeurs plus importantes que d'autres et qui comptent pour toute une vie. En premier lieu, le respect et l'humilité. Et ça se ressent chez leurs enfants. Yazid est un enfant qui galère à l'école, certes, mais il n'est pas turbulent. En vrai, il fait ce qu'il peut. Surtout qu'il a quelque chose d'autre en tête qui l'anime tous les soirs jusqu'à la nuit tombée. Se rendre sur l'esplanade au pied de son immeuble pour jouer au ballon. Il le fait parfois seul, parfois avec des copains, pour lui c'est pareil. Il y a quelque chose d'hypnotisant à vouloir absolument apprivoiser cette balle en cuir, avec toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours. Tout son temps libre, il le passe dehors et devient capitaine de l'équipe de foot de son quartier. Le jour de ses 12 ans, il ramasse les ballons au stade Vélodrome pendant la demi-finale qui oppose la France au Portugal. Yazid ne lâche rien sans trop savoir de quoi demain sera fait. Il s'entraîne à s'en faire mal jusqu'à ce qu'on le repère. C'est l'école de football de l'AS Cannes qui lui offre cet encadrement à la fois matériel et humain dont il avait besoin. Évidemment, un bon joueur, ça ne progresse jamais seul. Alors à 15 ans, c'est le grand départ. Jamais Zidane n'était parti aussi loin de son foyer, de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses copains. Il emporte avec lui des souvenirs, quelques larmes, mais surtout 3 recommandations précieusement dictées par son père: travail, sérieux, respect. Loin de chez lui, Yazid, qui préfère qu'on l'appelle par son 2e prénom, Zinedine, vit d'abord dans une famille d'accueil, puis rejoint un foyer de jeunes travailleurs où il rencontre celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants, Véronique Fernandez, une danseuse. Il rencontre aussi David Bettoni, un apprenti footballeur qu'il va très vite considérer comme un frère de plus. Tous les deux deviennent inséparables et se soutiennent dans les épreuves, dans les joies et dans les coups de mou. Ils se partagent même l'abonnement à Canal+, c'est dire. Eh oui, c'est la reprise. Reprise de la... Bon, la télé, il la regarde, mais avec modération. Dans le club, Zinedine se démarque par son sérieux. Il ne vit pas comme un ado de son âge. Il a ses parents dans la tête. Il ne peut pas se permettre d'échouer, il faut qu'il y arrive, il doit y arriver, pour eux.
Alors quand ses amis de Marseille débarquent à Cannes s'amuser sur la Croisette, lui rentre se coucher à l'heure des poules en ayant roulé à l'eau minérale toute la soirée. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Oui, parce que des petits gars meilleurs que lui qui gâchent leur talent, il envoie à la pelle. Et on peut les comprendre, à 15 ans, c'est l'âge des tout premiers frissons de liberté. Zinedine, lui, est différent. Il a une maturité hors norme. Rigueur, discipline, méthode. Et il faut croire qu'il a raison, il n'y a pas de miracle quand on veut devenir un grand champion. 1992. Zinedine a 20 ans. Il n'écoute que Francis Cabrel et part à Bordeaux, fort de ses 5 années d'expérience cannoise. 460 000 € le transfert. En Gironde, il n'est plus le petit poulain protégé. Là, il doit faire ses preuves pour justifier une telle somme puisque personne, encore, ne le connaît. Sauf qu'en le voyant faire quelques passes, tous comprennent qu'ils ont face à eux un joueur hors du commun, qu'il sait déjà tout faire. C'est beau, c'est élégant, c'est naturel. Il a l'air d'inventer des actions dans la demi-seconde. C'est instinctif et maîtrisé à la fois. Quand il reçoit le ballon, c'est comme s'il lui restait collé au pied. On dirait de la magie. Zidane sent bien qu'il est de plus en plus admiré, mais il reste discret et humble. Il veut gravir les échelons sans faire trop de bruit. En 1994, il est sélectionné en équipe de France par Aimé Jacquet. Le jour de son premier match, il inscrit sous les couleurs tricolores un doublé en 2 minutes, tout simplement. Du coup, du bruit, c'est de plus en plus compliqué de ne pas trop en faire, notamment lors de ce match du 19 mars 1996. Ça y est, là le grand moment est arrivé, Zinedine. Alors il va falloir faire quoi, les bousculer d'entrée, ces Milanais? C'est sûr qu'on n'a pas le choix, de toute façon on a 2 buts de retard, donc ce qu'il faut faire nous, pour bien commencer ce match, c'est justement les faire un peu douter et pouvoir marquer dans le premier quart d'heure pour espérer quelque chose, surtout ne pas prendre de but. Merci Zinedine, on va le laisser... Le grand public découvre vraiment toute l'ampleur de son talent. Les Bordelais inscrivent 3 buts, dont 2 marqués par Christophe Dugarry sur 2 passes décisives de Zidane. Il cherche encore Wea, la tête de Lizarazu. C'est fini. Historique. Exploit. Voici la qualification des formidable exploit de Bordeaux. Garnat 3-0. C'est historique. Que dire Ce sentiment de victoire, cette adrénaline, les chants des supporters, l'émotion de toute son équipe, Zinedine, que son entraîneur Roland Courbis, un Marseillais lui aussi, commence à appeler Zizou, ne pourra plus jamais s'en passer. Le 24 mai 1996, Zidane l'annonce publiquement, il quitte Bordeaux pour la Juventus de Turin. Montant du transfert, 5,3 millions d'euros. Le niveau du club italien est ahurissant. Lui qui était habitué à des entraînements plutôt soft, passe au niveau supérieur. Ici, on vomit, on crache, on pleure, et on recommence. Zidane s'exécute et fait tous les exercices à la lettre, sans sourciller. Ce rythme quasi militaire porte ses fruits. Les résultats sont là, et les récompenses tombent. Zinedine entre enfin dans la cour des grands. Il fait même revoir les stratégies des entraîneurs, installer son meilleur élément là où il se sent le mieux. Et ça fonctionne. Zidane traite la balle comme on étale le beurre sur une biscotte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un de ses entraîneurs. Bon, bien sûr, tout ça ne se fait pas sans sacrifice. Zizou se nourrit comme un moine cistercien. On commence par le dessert, une pomme verte. Pour le plat, un blanc de poulet au grill avec un léger filet de citron, histoire de se faire plaisir. Et en boisson, 2 litres d'eau gazeuse. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Zidane est en forme et ça se voit. La saison 1997-1998 est absolument fantastique. En août 97, il remporte avec la Juventus la Super Coupe d'Italie. Quelques mois plus tard, le 28 janvier 98, sous les yeux de Jacques Chirac, Zidane inscrit contre l'Espagne le premier but de l'histoire du Stade de France qui vient d'inaugurer sa pelouse. Et puis, arrive la Coupe du Monde. Dans les médias comme chez les supporters, il faut le dire, on n'a pas confiance du tout. Ni en l'équipe, ni en l'entraîneur Aimé Jacquet. Le journal L'Équipe ou les Guignols de l'info s'en donnent à cœur joie. Voilà, sans transition, je reçois l'entraîneur de l'équipe de France de football, Aimé Jacquet. Bonsoir, qu'est-ce que vous voulez? L'équipe de France, c'est... Ouais, quoi, vas-y, quoi? Je sais bien qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs, mais les 2 derniers matchs de l'équipe de France n'ont pas vraiment... Ça y est, quoi, t'es pas content? Tu veux jouer avant-centre?
Allez, vas-y, tombe ton paletot, vire ta chemise et ton maillot, là, tu mets short et maillot. Vas-y, allez, en route. Non, c'est pas ça, mais... Ah, ça, pour faire le con à la télé avec ton costume, y a du monde, là, hein. Mais sur un terrain avec des crampons, y a plus personne. Mais c'est vrai que c'est pas gagné, hein. Le duo Zidane-Djorkaeff ne convainc pas et on se demande si Christophe Dugarry ne va pas tout simplement nous saboter la victoire. Premier match des Bleus dans un vélodrome chaud bouillant malgré le Mistral. 34e minute de jeu, corner de Zidane, but de Dugarry, victoire 3-0. France-Arabie Saoudite, alors que les Bleus se dirigent vers une victoire tranquille, Zidane reçoit un tacle non maîtrisé du joueur saoudien Amin. Il s'essuie exprès les crampons sur le joueur, prend un carton rouge, ce qui lui vaut d'être privé du match d'après contre le Danemark. Collectivement, on découvre une facette de Zidane qu'on ignorait complètement jusque-là. Derrière ce côté calme, humble, discret, il a un tempérament impulsif, voire explosif, qu'il n'a pas l'air de toujours savoir maîtriser. Et si ça doit se solder par son renvoi d'un match en se mettant tout le monde à dos, tant pis. 8e de finale, Zidane n'est pas sur la feuille de match, mais il obtient le droit de s'asseoir sur le banc de touche avec ses coéquipiers. Le match est compliqué. Alors quand Laurent Blanc inscrit le but en or qui leur assure la victoire, Zidane est tellement soulagé qu'il en arrache des mottes d'herbe sur le terrain. Quart de finale, France-Italie. Dans la chaleur du Stade de France, les deux équipes se tiennent tête jusqu'au pénalty, mais c'est finalement l'Italie qui perd. France-Croatie, la Croatie mène au score, mais Lilian Thuram inscrit un doublé miraculeux qui qualifie la France en finale contre le Brésil de Ronaldo. Et voilà, les deux équipes viennent de donner le coup d'envoi. Oui, c'est parti avec les Français qui ont donné le coup d'envoi. En ce 12 juillet 1998, l'adrénaline monte d'un cran. Il faut se rappeler que les Brésiliens sont les tenants du titre et que côté France, on doit composer sans Laurent Blanc, suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors du match précédent. Côté Brésil, Ronaldo, longtemps annoncé incertain, est finalement titulaire. Mais l'équipe de France est à domicile et Zidane est dans son jardin. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français. À la 27e minute, il inscrit le premier but pour la France d'un coup de tête dans les cages de Taffarel. Juste avant la mi-temps, Zidane marque le deuxième but, lui aussi de la tête. Et puis, Emmanuel Petit marque le troisième, in extremis. Quand le sifflet final retentit, toute la France est extatique. C'est son deuxième but en Coupe du Monde. C'est fini, et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Zizou embrasse le maillot bleu et entre définitivement dans l'histoire. Il devient un dieu vivant. Son image est projetée sur l'Arc de Triomphe à Paris. Dans la rue, on hurle « Zizou président !» Et à Marseille, un portrait géant collé sur une façade de 143 mètres carrés surplombe la corniche. Des passants témoignent quand on les croise. Zidane, c'est notre idole. C'est pas Johnny, mais c'est presque pareil. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Cette même année, Zidane reçoit le Ballon d'Or et devient le 4e joueur français à remporter le trophée. La France Black Blamber jouit d'une euphorie dont elle ne se lasse pas. On remporte l'Euro 2000, puis Zidane rejoint le Real Madrid de Raúl, Figo et Roberto Carlos, où il sera rejoint par Beckham et Ronaldo. Montant du transfert, 75 millions d'euros. Sauf qu'en sélection, les résultats ne sont plus au rendez-vous. Dans l'esprit des gens, les attentats du 11 septembre constituent une rupture. Le slogan Black Blamber, qui rendait la France si fière, ne connaît plus la cohésion d'antan. On stigmatise les Arabes de France et la génération 98 vieillit. La preuve, la Coupe du Monde 2002 est un échec et l'Euro 2004, un naufrage. Le 12 août de cette même année, Zidane annonce sa retraite internationale. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, dira-t-il. Le 3 août 2005, presque un an après son départ de l'équipe de France, Zinedine Zidane annonce sur son site internet qu'il revient. Il aurait apparemment entendu une voix. Une nuit, à 3h du matin, je me suis soudain réveillée et là j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait.
ni ma femme, ni personne. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir. C'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Je devais obéir à cette voix qui me conseillait. Le début de la Coupe du Monde, sous la houlette de Raymond Domenech, est assez compliqué après 2 matchs nuls contre la Suisse et la Corée du Sud. Zidane, qui a pris 2 cartons jaunes, est suspendu pour le 3e match contre le Togo le jour de son 34e anniversaire. Sans lui, la France gagne quand même 2-0 et se qualifie pour la suite de la compétition. En 8e de finale, contre l'Espagne, Zidane réalise un exploit, surnommé le Festival Zidane. Passement de jambes, coup du sombrero, roulette, râteau, jusqu'à une passe décisive. Cette performance lui vaut d'être élu homme du match par la FIFA. En demi-finale face au Portugal, il transforme un pénalty décisif à la 33e minute, ce qui leur assure une place en finale. Il ne reste plus que quelques heures pour acheter son maillot des Bleus. À J-1 de la finale, celui-ci est devenu un objet rare et prisé. C'est un événement, je ne le reverrai plus, moi. J'ai 75 ans. C'est quand même sensationnel ce qu'a fait l'équipe de France. Hein. Ce jour-là, partout en France, on est maquillé et habillé aux couleurs tricolores et les bars sont pris d'assaut. Les anciens veulent revivre 98 et les autres, trop jeunes pour s'en souvenir, ne manquent pas à l'appel. Ce 9 juillet 2006, c'est bien parti. Zidane inscrit le premier but de la partie dès la 7e minute sur penalty en réalisant une action risquée, la panenka. Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. Flotte pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Mais l'Italie revient au score sur une tête de Marco Materazzi. Zidane et Materazzi, les 2 hommes du match. Durant la prolongation, alors que nous nous dirigeons tout finement vers une séance de tir au but, la caméra bascule soudainement et filme le défenseur italien, à terre. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Zidane lui aurait dit « Si tu veux vraiment mon maillot, je te le donne après le match ». Et Materazzi lui aurait répondu « Je préfère ta putain de sœur ». Suite à ce coup de boule, Zidane est exclu, jette son brassard en partant, tête baissée, sous les cris sidérés de tous les supporters présents dans le stade. Aïe, 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 aïe. La suite, on la connaît. L'Italie est sacrée championne du monde et Zidane clôt le dernier match de sa carrière avec ce fameux coup de boule. Les mois qui suivent sont difficiles. En France, on ne parle que de ça. Dans les journaux, à la télé, à la radio, dans les bistrots, comme s'il avait tué ce rêve collectif. Et en privé, chez les Zidane, ce n'est pas simple non plus. Les volets de la maison du père restent fermés pendant des semaines. Quant à Zizou, il reste terré dans sa tanière, ne sortant que pour accompagner ses fils à des entraînements. Jusqu'au jour où il décide de s'exprimer publiquement. Et là, il dit des mots qui sont très durs et qu'il le répète plusieurs fois, quoi, qui sont quelquefois plus durs que des gestes, quoi. C'est des choses qui, voilà, enfin, c'est des choses très personnelles, donc ça touche à votre, oui, j'insiste un peu parce avec que la maman, la sœur, enfin. La maman, la sœur. Et puis c'est des mots très durs, quoi. J'aurais préféré à la limite me prendre une droite dans la gueule qu'entendre ça. Une enquête est ouverte par la FIFA. Zidane est finalement condamné à 3 matchs de suspension et 7 500 € d'amende, qui seront transformés en 3 jours de travaux d'intérêt généraux et 5 000 € d'amende. Materazzi, quant à lui, écope de 2 matchs de suspension. Après ça, Zidane se fait discret. Il fait quelques apparitions pour des œuvres caritatives ou à la télévision comme consultant pour Canal+. Mais à partir de 2009, il retourne au Real Madrid, d'abord comme conseiller, puis devient officiellement entraîneur en 2016. Zizou se refait même une petite beauté. Il se rase le crâne et porte des costumes bien ajustés. Bilan, 3 sacres en Ligue des Champions et 2 titres de champion d'Espagne, entre autres. Zidane poursuit son boulot dans l'ombre. Il apparaît peu, publie quelques photos de sa femme, Véronique, de ses 4 enfants, tous footballeurs, et de leur bichon maltais sur son compte à 49,3 millions de followers. À travers les écrans, leur vie paraît presque normale.
à un resto pour célébrer un anniversaire, à un cliché sur un banc, devant un train ou dans la rue. Mais rien n'est normal. On ne peut pas mener une vie normale quand on s'appelle Zidane. Et on peut difficilement oublier le décalage qu'il doit probablement ressentir entre son enfance si modeste dans le quartier de la Castellane et l'opulence dans laquelle vivent aujourd'hui lui, sa femme et ses enfants. Et pour la suite, tout le monde s'interroge. Que va faire ce Dieu vivant à qui on a tout pardonné ? Depuis que Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France, on l'imagine comme son successeur, comme celui qui pourra aller chercher un prochain trophée et faire valser à nouveau le pays tout entier. Mais le pari n'est-il pas trop risqué ? Zidane est un compétiteur chevronné certes, mais ce qu'il aime, c'est gagner. Zidane remplacera donc peut-être Deschamps. Kylian Mbappé, qui vient de rejoindre le Real Madrid, surpassera peut-être Zidane. Car oui, c'est ça aussi la dure loi du sport. Faire de la place pour les nouveaux, prendre des risques, et parfois, tourner la page. Même si, en ce qui concerne Zidane, quels que soient les choix qu'il fait, la figure de ce héros populaire ne disparaîtra jamais.